Donc, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour ce cinquième webinaire de la série de webinaires que ACE a lancé. Cette série s'appelle Planting the Seed, Empowering the New Generation of Co-op Rural Development Professionals. Donc, on est très heureux de ce projet et de mener le projet. Donc, aujourd'hui, le webinaire est en français. C'est le seul de la série qui est en français. Et il est donné par Pascal Billard et puis il porte sur les coop nouvelle génération. Donc, Pascal, je te laisse le soin de te présenter puis de faire ta présentation. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour Jean-François, je vois que tu es là, tu es encore une personne que je connais. Donc, je pense que les participants me connaissent. Je suis consultant en développement agroalimentaire et en environnement, donc vice-président de Solaire Consultant, aussi président de CoopZone, qui est un réseau de développeurs de coopératives, dont le CCO est membre, entre autres. Donc, ça réunit tous les développeurs de coopératives du Canada. Donc, je vais commencer ma présentation. On va parler aujourd'hui des coopératives de nouvelle génération. En gros, ce qu'on va voir, c'est un petit rappel sur ce qu'est une coopérative, le fonctionnement des coopératives de nouvelle génération, avec les différences avec les coopératives existantes, les avantages et les contraintes des coopératives de nouvelle génération comme forme d'entreprise pour valoriser les produits agroalimentaires. Ensuite, on va parler du financement, capital action et finance d'une CNG. Puis, comment mettre en place une CNG, les causes et les succès des CNG et finalement, quelques exemples ou suggestions qui pourraient faire l'affaire d'une coopérative de nouvelle génération. Donc, un petit rappel vite fait. Donc, vu l'audience, ça va être très rapide comme la présentation des coopératives. Coopératives traditionnelles, bon, vous le savez tous, c'est une entreprise avec une entité juridique distincte de ses membres. C'est comme un peu comme une entreprise privée, mais ce n'est pas des actionnaires qui dirigent ça ou une seule personne, c'est les membres qui en sont propriétaires. Les membres bénéficient d'une responsabilité limitée, un peu comme une entreprise incorporée. Donc, c'est vraiment la coopérative qui est responsable de ses actions sans impliquer tous ses membres. Quelquefois, le conseil d'administration peut en impliquer, mais ça dépend des situations. Bon, une coopérative, ça existe pour le bénéfice de tous ses membres. Chaque membre dispose... J'ai un petit problème d'écran, ce sera pas long. Voilà. Bon, donc, chaque membre dispose d'une voix, quelle que soit sa taille, la taille de son investissement. Donc, c'est ce qu'on dit, un membre, un vote. En général, l'adhésion d'une coopérative, c'est ouvert à tout le monde, toute personne qui est intéressée par bénéficier des services ou des produits de la coopérative. Ensuite, les fonds excédentaires sont distribués aux membres sous forme de ristourne. Ça, c'est pour les coopératives qu'on appelle à but lucratif. Bien que le terme soit plus ou moins exact, on entend souvent parler de coopératives à but lucratif ou à but non lucratif. En fait, on ferait mieux de parler de coopératives avec capital action ou sans capital action. Et les services sont principalement fournis aux membres. Dans une coopérative de nouvelle génération, qu'est-ce que l'on retrouve? Donc, on a à peu près exactement les mêmes choses que dans une coopérative normale. Donc, c'est les principes que je viens d'énumérer sont identiques, mais il y a une petite différence au niveau du principe d'un membre, un vote, parce que la loi sur les coopératives donne aux coopératives de nouvelle génération la possibilité de donner aux investisseurs des droits de vote et un certain contrôle sur les activités de la coopérative. Dans une coopérative normale, un investisseur peut avoir des parts d'une certaine catégorie, donc en tant qu'investisseur, qui peuvent rapporter un intérêt ou non, mais ces parts-là ne donnent pas le droit de vote. Tandis que dans une coopérative de nouvelle génération, ces parts-là peuvent donner le droit de vote. Ça aussi, c'est selon les règlements internes de la coopérative.
Et un autre point qui diffère un peu des coopératives ordinaires, c'est que les CNG permettent également la distribution des revenus excédentaires aux membres sous forme de ristourne parce que toutes les coopératives de nouvelle génération sont à but lucratif. Si vous avez des questions à mesure, peut-être les poser. Là, ce sera peut-être mieux d'attendre la fin. OK? Bon, les principales différences que l'on retrouve avec une coopérative de nouvelle génération, c'est que l'adhésion est restreinte ou fermée. Dans une coopérative ordinaire, c'est ouvert à tout le monde. Pratiquement tout le monde peut devenir membre sur approbation du conseil d'administration. Dans une coopérative de nouvelle génération, c'est un nombre de personnes limité qui va créer la coopérative et normalement, ce nombre est très restreint. Si par exemple, il y a 25 membres qui décident de créer une coopérative, le nombre de membres ne peut pas être augmenté pendant l'immédiat. On verra plus loin que dans certaines circonstances, quand la coopérative prend de l'expansion, elle peut réouvrir son membership à d'autres membres. Mais au départ, dans la mise en place d'une coopérative de nouvelle génération, le nombre de membres est prédéterminé. Donc ça, pour quelle raison? C'est pour susciter un plus grand engagement des membres. Et on va le voir un peu plus loin, surtout au niveau de l'investissement. En général, une coopérative de nouvelle génération va nécessiter un investissement en capital de départ très important. Comme on l'a vu dans le titre, les coopératives de nouvelle génération s'adressent principalement dans le milieu agricole, pour des producteurs agricoles qui veulent donner une plus-value à leurs produits bruts. Donc, on va toujours parler d'usines ou d'unités de transformation. Par exemple, si je prends dans la transformation de la viande, installer soit un abattoir, soit une unité de transformation, l'investissement en capital peut être de plusieurs millions dès le départ. Donc, c'est pour ça là, que en général, on va demander un plus gros investissement. Et pour que la coopérative fonctionne bien, ce qu'on remarque un petit peu partout dans toutes les coopératives de nouvelle génération, l'apport minimum de capital doit être de 35%. En général, ça va être 50%, ce que l'on retrouve à peu près partout. Donc, c'est ça, le montant de l'apport va dépendre des fonds. Sous la forme de fonds propres, dépend du coût du capital, du coût total du projet à entreprendre par la coopérative. Donc, si je parle d'une unité de transformation de la viande qui coûte 2 millions, en général, il va falloir que les membres apportent sous différentes formes un minimum de 35, si c'est 2 millions, de proche d'1 million de dollars pour pouvoir démarrer la coopérative et aller chercher du financement commercial par la suite. Dans une coopérative de nouvelle génération, on a aussi des parts spéciales, des parts qu'on appelle delivery share ou droit de livraison. Ces droits de livraison. OK, ça c'est une bonne question. Actuellement, bon, les coopératives de nouvelle génération ont vu le jour aux États-Unis dans les années 80 après une crise agricole. Depuis, ça augmente régulièrement, mais surtout aux États-Unis qu'il y a de l'expansion. Actuellement, honnêtement, au Canada, il n'y a aucune coopérative de nouvelle génération, donc il n'y en a même pas en Ontario. Je dis il n'y en a aucune au Canada, c'est plus ou moins vrai, parce qu'on va le voir dans l'exemple à la fin, il y a une coopérative de nouvelle génération qui a son siège social aux États-Unis, mais dont la moitié des membres proviennent du Canada, proviennent de l'Alberta. On va le voir, c'est une coopérative spécialisée dans la transformation de la viande de bison. Donc, c'est quelque chose qui est émergent, même pas émergent, c'est quelque chose, d'après moi, que on doit en faire la promotion. Puis on va voir plus loin aussi dans quelles conditions on pourrait en faire la promotion, et je vais peut-être vous donner quelques exemples pour des exemples concrets qui permettraient d'avancer dans ce sens-là. Donc, je reviens un petit peu les droits de livraison.
donc, pour devenir ce qu'on appelle les droits de livraison, c'est chaque membre doit acheter des parts qui vont être spécifiques pour livrer leurs produits bruts à l'unité de transformation. L'unité de produit brut, ça peut être une unité animale. On va le voir à la fin dans l'exemple des bisons, ça peut être une part par bison livré. Ça peut être par quantité, exemple par tonne de produits si on parle de céréales ou autre. Donc, souvent, ça va être proportionnel aussi aux quantités d'actions, nombre d'actions ou de parts détenues par les membres ou aux unités d'investissement apportées. En fait, la personne ou le membre qui investit le plus, soit en achetant des parts de qualification ou des parts d'investissement, va être privilégié par rapport aux autres pour obtenir plus de droits de livraison. Donc, un contrat de droit de livraison peut être conclu entre le membre et la coopérative. C'est ça. Donc, je viens d'expliquer, ça peut prévoir la quantité, la qualité, la livraison du produit à la coopérative. Ça peut aussi inclure le prix à payer au producteur pour le produit brut. On peut avoir des parts de livraison avec un produit fixe. Si je prends, par exemple, une unité animale, un bison, ma part va être, je vais avoir dans ma part de livraison, peut être mentionné que je vais avoir droit à 1000 $ par minimum par bison livré. Et c'est aussi à double sens. Donc, si le membre producteur n'est pas capable de livrer ou ses quantités qui sont prévues par ses droits de livraison, il peut avoir une pénalité parce que ça peut pénaliser l'ensemble des opérations de la coopérative. Donc ça, c'est vraiment caractéristique aux coopératives de nouvelle génération. Bon, il y a aussi, ça c'est un avantage de ces parts de droits de livraison, c'est que quand la coopérative fait des profits, les droits de livraison peuvent augmenter en valeur. Donc, si aujourd'hui j'achète une part de livraison qui me coûte 500 $, dans 5 ans, si la coopérative a pris de l'expansion, ma part peut valoir 600 ou 700 $. Et la part de livraison va rester attachée à l'entreprise agricole. En fait, le membre, souvent, d'une coopérative de nouvelle génération, c'est l'entreprise agricole au complet. C'est un petit peu comme les quotas. Donc, si au bout de quelques années, je décide de vendre mon entreprise agricole, mes parts de livraison vont toujours être présentes et la valeur de mon entreprise peut avoir augmenté parce que si je les ai achetées 500 $ puis qu'aujourd'hui elles valent 700 $ et puis que j'en ai 100, donc je viens de faire un profit sur mes parts de livraison, mais c'est le nouveau propriétaire qui va les payer. C'est exactement comme les quotas laitiers ou les quotas d'œufs ou de poulet qui sont attachés à l'entreprise agricole et dont la valeur varie en fonction de la demande sur le marché. Donc ici, on a un résumé du fonctionnement d'une coopérative de nouvelle génération. Bon, il est en anglais, je l'ai laissé en anglais, puis c'était un peu complexe de le traduire, puis je trouve que c'est un beau schéma qui explique tout. Au centre, on a la coopérative de nouvelle génération avec ses activités, qui en général, c'est la transformation et la mise en marché de produits agricoles ou agroalimentaires. Donc, on voit sur la partie gauche, en haut à gauche, ça appartient aux membres. Les membres investissent dans la coopérative de nouvelle génération pour donner une plus-value à leurs produits bruts. En bas, toujours à gauche, on a les investisseurs qui peuvent être des membres utilisateurs de la coopérative ou qui peuvent être uniquement des membres investisseurs et qui n'ont aucun lien avec la coopérative. Donc, c'est une source de financement supplémentaire pour le démarrage. En fonction de ça, la coopérative, ce qu'elle redonne à ses membres, c'est des dividendes, c'est des ristournes selon les profits qu'elle fait. Et aussi, les investisseurs peuvent recevoir des intérêts
sur les membres, sur les parts d'investissement, selon le nombre de parts d'investissement qu'ils ont et le taux d'intérêt qui a été déterminé dès le départ. Donc, les avantages et les contraintes des CNG comme forme d'entreprise pour valoriser les produits agricoles. Bon, l'approche coopérative peut être intéressante dans les contextes suivants. Faut mettre ça, faut regarder que ça s'adresse pas à tous les cas, c'est vraiment dans les cas particuliers. Bon, le capital, quand les participants, quand un petit groupe de personnes veulent créer une coopérative vraiment pour leurs besoins et qu'ils ont besoin de beaucoup de capital, la formule de CNG peut être intéressante parce que au lieu de construire, exemple, 10 petites usines, on va en construire, les 10 membres se mettent ensemble, en construisent une, ça va leur coûter moins cher, on a des économies d'échelle. Donc, en investissant tous ensemble, ça va être plus facile aussi de trouver des capitaux auprès des producteurs et aussi trouver du financement auprès d'investisseurs privés et d'une banque ou autre. C'est intéressant cette coopérative parce que ça donne une très bonne valeur ajoutée à leurs produits. Donc, c'est quand on veut contrôler la commercialisation, la transformation et la qualité des produits qui vont être vendus et aussi de cibler un marché précis. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir une coopérative de nouvelle génération. En général, on va avoir ça quand on vise vraiment un créneau de marché spécifique. Comme exemple, un exemple vite fait, tout le monde connaît la production de bleuets. Les bleuets, c'est concentré dans la région du lac Saint-Jean au Québec, le bleuet sauvage. De plus en plus, il y a du bleuet qui est certifié biologique. Donc là, on pourrait avoir une coopérative de nouvelle génération pour donner une plus-value à ce bleuet qui est certifié biologique pour l'envoyer sur un marché spécifique comme le Japon. Le Japon a un grand besoin ou sont très friands de bleuets certifiés biologiques. Donc, ça pourrait être une occasion de créer une coopérative de nouvelle génération là, parce que le bleuet, on peut pas l'envoyer frais, il faut le congeler. Une unité de congélation aujourd'hui coûte entre 2 et 3 millions. Donc, ça serait vraiment viser ce créneau de marché, le bleuet biologique congelé pour le Japon. Donc, c'est souvent dans des cas comme ça qu'on va retrouver les CNG. Et c'est aussi toujours la même chose, le contrôle. Donc, c'est le contrôle basé sur le principe coopératif. Donc, un membre, une voix. On contrôle nos destinées, on contrôle nos actions, nos opérations et aussi les marchés visés et autres. Donc, ça revient vraiment à la formule coopérative de base. C'est aussi intéressant, justement, pour ça, diversification et innovation. Quand on recherche des possibilités d'innover, de diversifier, de se différencier des autres entreprises et qu'on a remarqué qu'il y a une possibilité ou une insuffisance d'un produit fini sur un tel marché et qu'il n'y a pas d'autres entreprises qui sont présentes, ça peut être intéressant. L'exemple que je viens vous donner du bleuet certifié biologique pour le Japon en est un bel exemple parce que je sais de par mon travail qu'il n'y a pas d'entreprises vraiment structurées qui vont vraiment approvisionner ce marché de bleuet certifié bio au Japon. C'est aussi un autre avantage, c'est pour le développement rural. On le voit de plus en plus, nos communautés rurales, ce qu'on appelle les régions éloignées se dévitalisent. Puis on a dit c'est le jour où la caisse populaire ferme, donc il n'y a plus rien qui se passe, ou quand le magasin général ferme, ça devient difficile aussi. Donc, d'utiliser ce modèle de coopérative de nouvelle génération pour relancer l'économie rurale peut être intéressant. Là, un exemple que j'aimerais pouvoir développer et que j'ai déjà fait la promotion, c'est tout le nord du Québec, de l'Ontario. Tout le nord, quand on parle de la région de Kapuskasing et autres, il y a énormément de terres qui ont été défrichées dans les après la crise de 1929.
Ces terres-là retournent en friche actuellement. C'est du foin qui pousse où les cultures sont très peu développées. On pourrait récupérer toutes ces terres-là, récupérer le foin, l'herbe qui pousse pour en faire des briquettes énergétiques, pour en faire des granules énergétiques. On pourrait même implanter la culture de culture énergétique telle que le panique érigé qui se prête très bien, qui est une plante indigène des grandes plaines de l'Ouest qui pousse très bien dans le nord de l'Ontario. Et avec tout ça, créer une usine de transformation de ces produits-là, soit en briquettes, soit en granules énergétiques. Ça appartiendrait à des producteurs agricoles qui possèdent les terres. Et c'est actuellement, il y a un engouement pour ces produits-là, surtout dans les milieux citadins, parce que de plus en plus de villes interdisent le chauffage au bois, alors que le chauffage aux granules énergétiques ou aux bûchettes énergétiques est autorisé parce que beaucoup moins polluant. Donc ça serait un exemple justement de coopérative de nouvelle génération qui aurait le double objectif de donner une plus-value aux terres qui sont abandonnées et qui sont propriétaires de producteurs agricoles et qui serait aussi un moyen de redynamiser le milieu rural. Bon, le principal inconvénient que l'on retrouve du modèle des CNG, c'est la question du contrôle par les membres et ou par les investisseurs. On l'a vu en tant qu'investisseur, je peux acheter un nombre de parts de parts d'une certaine catégorie et qui vont me rapporter de l'argent, et je peux avoir aussi un droit de vote. Bon, là, le moyen que donc ça peut être un petit peu embêtant si la coopérative est mal gérée au départ, si les règlements internes sont mal rédigés, il peut y avoir comme une prise de contrôle par des investisseurs privés au niveau décisionnel. À ma connaissance, c'est jamais arrivé, mais c'est un risque qui existe. Donc, pour ce finance, maintenant, bon, le capital action et finance, comment se financer? Bon, les CNG ont les possibilités d'émettre trois grandes catégories de parts. Bon, les parts de qualification avec ou sans valeur nominale, les parts désignées, droit de livraison, ça c'est bon, les parts de livraison, il n'y a pas vraiment de traduction, on parle delivery share en anglais, personne ne s'entend sur la traduction française, donc on met un petit peu tous les termes. Donc c'est les parts, moi je préfère parts de livraison, bon, sans valeur nominale, ça c'est uniquement pour les membres, donc il n'y a pas d'investisseur qui peut acheter ces parts-là. Et les parts d'investissement sans valeur nominale, et ces actions peuvent être émises aux membres et aux non-membres de la coopérative. Si je les reprends en détail, une part de qualification, c'est exactement le même part que l'on retrouve dans toutes les coopératives. Quand on veut être membre, on doit acheter une part de qualification. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de différence avec les coopératives ordinaires. Mais bon, les CNG sont par définition limités à la production, à la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou à la fourniture de services aux personnes qui exercent ces activités-là. Donc, les membres, obligatoirement, pour être membre d'une CNG, c'est des personnes qui peuvent utiliser ce type de services agricoles fournis par la coopérative. J'ouvre une petite parenthèse ici, c'est parce que cette définition-là m'embêtait un petit peu. J'ai fait des recherches, j'ai posé la question à une avocate qui est spécialisée dans les coopératives, que j'ai rencontrée à Winnipeg il y a un mois. En fait, il n'y a aucune interdiction dans la loi d'avoir une coopérative de nouvelle génération dans un autre domaine que la production agricole. Donc ça veut dire que ça laisse la porte ouverte à peut-être la foresterie, donner une plus-value à un auto par 4 qu'on envoie aux États-Unis et puis qui nous retourne ça avec 2 trous dedans, puis qui nous vendent ça 2 fois plus cher. On pourrait avoir la même chose ici. Donc c'est quelque chose qu'à un moment donné, il faudrait pouvoir regarder. Bon, ensuite, les parts de qualification peuvent être émises avec ou sans valeur nominale.
bon, les membres ont le même droit de recevoir des dividendes, même le droit de recevoir des dividendes sur leur part. Ça, c'est une différence qu'il y a avec les coopératives ordinaires. En général, les parts de qualification, on n'a pas le droit de, c'est juste des parts de qualification, on n'a pas de ristourne, de dividendes sur les parts en tant que telles. Ensuite, les parts désignées ou les parts de livraison, bon, ben ça, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est bon, attribué uniquement aux membres. Donc, pour avoir une part de livraison, il faut obligatoirement avoir une part de qualification. Puis ça, après, bon, et ça ne donne pas le droit de vote. Donc, on a, ceux qui ont des parts de livraison, les parts de livraison ne donnent pas le droit de vote comparativement aux autres parts. Bon, les règlements internes peuvent être rédigés pour donner aux actionnaires désignés le droit de participer aux excédents de la coopérative par le versement de ristournes. Et donc, plus on a de parts de livraison, plus on aura droit à des ristournes si la coopérative fait des profits. Et aussi, donc, on peut mettre aussi dans les règlements internes que, au lieu de l'avoir sous forme de ristourne, on peut le mettre à la réserve de la coopérative. Ensuite, les parts d'investissement, ça, c'est disponible pour les membres et les non-membres dans différentes classes et séries. Donc là, on peut mettre un petit peu tout ce que l'on veut, y compris bon, des préférences, des restrictions, limitations spéciales qui peuvent varier d'une classe à l'autre. Bon, ça doit être spécifié dans les règlements internes. Les parts d'investissement, c'est ça la principale différence que j'expliquais tantôt, c'est un droit possède un droit de vote. Même si je ne suis pas utilisateur de la coopérative, mais que j'investis en achetant des parts, j'ai le droit de voter. En général, on va fixer un pourcentage maximum d'administrateurs qui ne dépasse pas 20% du total d'administrateurs. Donc, je pourrais être admis sur le conseil d'administration, mais jusqu'à un maximum de 20%. Par contre, j'ai le droit de vote à l'Assemblée générale, et c'est là où ça risque de poser problème. Si à un moment donné, on a 30 membres investisseurs, puis 20 membres utilisateurs, à l'Assemblée générale, la prise de contrôle peut être faite par les membres investisseurs. Le moyen de le contourner ou de l'éviter, pas de le contourner, mais de l'éviter, et c'est ce qui se fait en général, c'est que les membres utilisateurs vont aussi acheter des parts d'investissement. Donc, ils vont se retrouver avec un droit de vote, finalement avec un droit de vote double en tant qu'utilisateur et en tant qu'investisseur. Donc, ce qui vient contrebalancer les investisseurs purs simples. Donc maintenant, comment mettre en place une coopérative de nouvelle génération? Ça va ressembler à n'importe quelle autre coopérative, ou surtout ressembler à n'importe quelle entreprise commerciale. Donc la première étape, ça va constituer à identifier une opportunité commerciale. C'est sûr, s'il n'y a pas d'opportunité, on ne voit pas l'intérêt de mettre en place une coopérative de nouvelle génération. Ce qui est bien important aussi, c'est de travailler avec une ressource externe pour guider les discussions et obtenir un consensus. On le sait, un groupe de personnes, puis là, on parle de peut-être 20 ou 30 personnes, membres. C'est toujours difficile d'arriver à un consensus. Donc, si on a quelqu'un à l'externe, de l'externe, qui n'est pas impliqué dans le processus ou directement impliqué dans le processus, c'est beaucoup plus facile à gérer. Cette personne-là peut beaucoup plus facilement animer un groupe. Par la suite, c'est de mettre en place une équipe de travail qui va être prête à faire du bénévolat durant la phase pré-démarrage. Ça, on retrouve la base d'une coopérative où au départ, on doit faire du bénévolat. Ensuite, il faut absolument trouver une mise de fonds. Une mise de fonds de départ pour, en premier lieu, réaliser une étude de faisabilité afin d'évaluer tout ce qu'on retrouve dans une étude de faisabilité, une opportunité de marché, vérifier la concurrence s'il y a beaucoup de monde dans le domaine, calculer les investissements requis,
les coûts de production, le personnel qu'on aura besoin pour faire fonctionner la coopérative ou ce qui est en général une usine de transformation, la quantité de matières premières qui va être nécessaire, le nombre de membres requis pour fournir la matière première. Donc ça aussi, c'est spécifique coopérative de nouvelle génération. Comme je l'ai dit précédemment, c'est là qu'on va vraiment déterminer le nombre de membres qu'on a besoin pour le démarrage et même pour les premières années. Et après, on va fermer l'accessibilité à la coopérative. Et finalement, étudier la rentabilité. Une fois que l'étude de faisabilité démontre une rentabilité ou est positive, on va procéder à l'incorporation de la coopérative de nouvelle génération. Ça, là, c'est, on doit se conformer aux lois en vigueur. Et ça varie d'un pays à l'autre, voire d'un État ou d'une province à l'autre. Donc, il faut bien faire attention avant de s'incorporer, de vérifier ce que nous dit la loi dans l'État ou la province que l'on est. Finalement, on va faire un plan d'affaires. Ça aussi, ça devrait être fait par un professionnel. Des professionnels dans les coopératives, il y en a beaucoup. CoopZone est un réseau de développeurs qui regroupe justement tous des professionnels. Il y en a dans chaque province, dont le CCO fait partie. On est capable de trouver vraiment des spécialistes des coopératives. Et ça, je pense que c'est important. Ce n'est pas que je veux absolument vendre les services de CoopZone ou mes services ou les services du CCO. C'est qu'on voit trop souvent des consultants qui s'improvisent spécialistes en coopérative parce qu'il y a une opportunité là. Mais les coopératives, c'est vraiment, la mise en place d'une coopérative est quand même différente d'une entreprise privée. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de faire appel à un professionnel et d'oublier les comptables qui se spécialisent dans tout et dans rien aujourd'hui. Donc pour ça, le plan d'affaires doit être fait par un professionnel. Il doit servir évidemment à convaincre les investisseurs et ce n'est pas un document que l'on met sur une tablette. Ça va être conservé comme guide à suivre tout au long de la constitution de la coopérative et on doit le réviser chaque année. Ça peut être révisé à l'interne ou on peut faire appel aussi encore à un professionnel pour nous aider à le réviser chaque année parce que un plan d'affaires, c'est quelque chose qui est statique, mais une entreprise, une coopérative, c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, il faut que le plan d'affaires reflète cette évolution année après année. Maintenant, les sources de financement, comment on va trouver notre financement? L'objectif de départ, c'est de lever 50% du capital initial à travers nos membres ou à travers les connaissances. Donc, on peut en trouver déjà des parts vendues comme condition d'adhésion avec droit de vote. Ça, c'est la part de qualification. Ça va être les parts qui sont liées à des droits de livraison. Là, on va aller chercher un autre montant. Les parts privilégiées avec taux de retour sur investissement prédéfini. Donc, ça, c'est les parts d'investissement. On va aller chercher des investisseurs privés ou des investisseurs du milieu qui veulent acquérir des parts avec un retour sur investissement. Il peut y avoir aussi des prêts des membres. Donc, les membres peuvent prêter, en plus d'acheter des parts sociales, peuvent prêter de l'argent à la coopérative. Donc, peuvent faire des prêts à des taux qui vont être prédéfinis par les règlements internes. Et finalement, on vient compléter le financement par les institutions financières. En général, quand la base réussit à lever 50% du capital nécessaire pour le démarrage de la coopérative, il est assez facile d'aller chercher un prêt identique auprès des institutions financières. Au Canada, on est assez chanceux de ce côté-là parce qu'on a des institutions comme Desjardins ou Vancity qui vont privilégier ou qui vont être assez favorables au financement des coopératives. Là, c'est un exemple de source de financement. Là, vous allez voir qu'il y a une petite erreur dans les termes. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. On a des parts de catégorie A, par exemple. On va acheter dans nos règlements.
on va dire nos parts de catégorie A, ça va être des parts de qualification, ça va être 100 $ la part tous les membres vont être obligés d'en acheter et avec un maximum de 500 parts. C'est pas 500 actions, là. Je sais pas pourquoi il y a eu ça, là, il y a une mauvaise traduction quelque part. Donc, c'est 500 actions, donc on peut mettre que chaque membre peut investir jusqu'à un maximum de 500. Donc, ça nous fait, chaque membre pourrait mettre jusqu'à 50 000 $ juste en part de qualification. Et ça se voit régulièrement dans ce type de coopérative. On peut avoir des parts privilégiées de catégorie B à 1000 $ un maximum avec un maximum de 1000 actions et des parts de privilégiées de catégorie C sans droit de vote. Donc, celle de catégorie B serait avec droit de vote, celle de catégorie C sans droit de vote avec un rendement de 5% par année. Donc, on peut établir tout un tas de combinaisons et pour aller chercher le maximum d'investisseurs finalement dans le milieu avant d'aller s'adresser aux banques. Donc, une fois qu'on a réussi qu'on a notre affaire, qu'on a incorporé notre coopérative, qu'on a notre financement, bon, après, l'incorporation, bon, les administrateurs exercent leur fonction d'administrateur jusqu'à la première assemblée générale des membres. Ils sont tenus de tenir une réunion d'organisation. Donc, ça, c'est exactement la même chose qu'une coopérative ordinaire. On va suivre le même processus. Donc là, on va admettre les personnes dans la coopérative, émettre, autoriser les parts sociales, prendre les dispositions nécessaires pour contacter les emprunts. Donc c'est là qu'on va finaliser le nombre de membres, c'est-à-dire on va accepter un nombre de membres limité pour le démarrage de la coopérative. On va nommer un vérificateur, comme dans toutes les coopératives, puis prendre toutes les dispositions financières pour la coopérative et traiter. Donc, on va jouer le rôle d'un conseil d'administration de départ, comme dans une coopérative. Bon, on va voir maintenant les causes de succès ou les clés de succès et les causes d'échec des coopératives de nouvelle génération. Comme dans toute entreprise, coopérative ou non coopérative, il y a des succès, mais il y a aussi des échecs. Mais en général, ce que la littérature nous dit, toutes les coopératives qui ont connu du succès sont résumées dans ces éléments-là. Ça prend tout d'abord un leadership local. C'est que ça prend une ou deux personnes qui soient vraiment, qui soient convaincantes, qui soient capables de rallier un groupe pour monter la coopérative. Il faut aussi que les buts, objectifs et hypothèses soient réalistes. Il faut vraiment justement s'appuyer sur une bonne base de données. C'est pour ça que une étude de faisabilité doit être faite aussi par un spécialiste et externe à la coopérative donc pour être vraiment très objectif quant aux résultats à atteindre. Une des plus grandes clés du succès, et ça c'est dans toutes les coopératives, c'est une bonne communication entre les membres. Il faut qu'il y ait régulièrement des communications partout, régulièrement entre les membres. Ça, c'est ce que la majorité des coopératives me disent, c'est que c'est vraiment la clé du succès. Ensuite, il faut un marché bien ciblé, c'est sûr et certain. Travailler avec des consultants expérimentés, je le répète jamais assez, mais n'essayez pas d'engager un comptable qui vient de se trouver une vocation coopérative, là. Mais ça fonctionnera jamais. Ensuite, un plan d'affaires réaliste, des gestionnaires compétents. Il faut qu'il y ait dans le groupe de membres fondateurs ou au conseil d'administration des gens qui aient les compétences pour gérer une coopérative ou n'importe quelle entreprise. Et une mise de fonds suffisante, c'est ça. Idéalement, c'est 50%. Le minimum, vraiment minimum, que l'on considère, c'est 30%. Les échecs, il y a eu des échecs, quelques échecs aux États-Unis, où au départ, la mission était mal définie. On savait vraiment pas vers quoi on s'en allait. Une mauvaise planification aussi, pas assez de planification à court, moyen, long terme. Dans certains cas, c'est justement de ne pas avoir utilisé
de ressources externes. Faire un plan d'affaires sur le coin d'une table, là, tout le monde peut le faire, mais c'est pas là qu'on aura les meilleurs résultats. Aussi un manque de leadership et d'implication des membres. Si on n'a pas quelqu'un qui vraiment stimule les membres, là, c'est pratiquement voué à l'échec. Une mauvaise gestion, ça aussi, ça arrive souvent. Plan d'affaires trop optimiste. Donc, c'est souvent ce qui va arriver quand les membres eux-mêmes décident de faire le plan d'affaires. On veut que ça fonctionne, on a une bonne idée, on veut que ça fonctionne, donc on n'est pas objectif dans nos prévisions financières. Aussi un financement de départ inadéquat. Quand on parle de la moyenne de 50%, minimum 30%, en général, ceux qui sont financés, 30% de cash, ont énormément de difficultés. Et ensuite, bon, une mauvaise communication entre les membres. Ça me rappelle toujours une coopérative qui m'a dit, vraiment, le président qui m'a dit, on a trois raisons du succès de notre coopérative. La première raison, c'est la communication. La deuxième, c'est la communication. Et la troisième, c'est la communication. Ça résumait vraiment bien ce que ça veut dire. Des exemples maintenant. Bon, j'ai pris cet exemple-là justement parce que c'est une coopérative, ce qui s'appelle North American Bison Cooperative, qui a été fondée en 1993 par des éleveurs de bisons. L'objectif, c'est de transformer la viande de bison, mais ça exclut l'abattage. Donc, c'est uniquement de faire la transformation de la viande. C'est une usine qui est accréditée par l'USDA, qui est le pendant qui est le ministère de l'Agriculture, ou comme l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et qui est aussi accrédité par l'Union européenne. En 1993, la capacité de transformation, c'était 5 000 animaux par année. En 1997, devant les succès que ça a eu, donc c'est assez rapide, la capacité a été augmentée à 10 000 animaux par année. Il y a 200 membres dans 10 États américains et 2 provinces canadiennes. Pour ça que je l'ai choisi, et c'est là le seul lien ou la seule, que l'on peut dire, seule coopérative de nouvelle génération qui existe au Canada ou qui a un lien finalement avec une autre coopérative, parce qu'il n'y en a pas au Canada. Donc, les bisons sont élevés et abattus selon le traitement sans cruauté des animaux. Bon, ils ont une certification donc, qui est de plus en plus demandée par les consommateurs aujourd'hui. On ne veut plus que les animaux souffrent. Pardon. Donc, au départ, ça a été un investissement d'1,6 million de dollars canadiens. Les parts de qualification, au départ, c'était 100 dollars. Pour ça, c'est uniquement pour être membre de la coopérative. Des parts de livraison à 420 dollars chaque part. Ça prenait un minimum de 10 parts. Donc, il fallait déjà investir 4 200 dollars pour pouvoir vendre ces animaux-là. Et une part de qualification, une part de livraison plutôt, correspond à un animal. Donc, chaque membre s'est engagé dès le départ à vendre 10 animaux à la coopérative. L'usine emploie 40 personnes, donc c'est source de création d'emplois. Et là, c'est une différence un peu avec les modèles coopératifs que l'on a en général. En général, dans un cas comme ça, on va voir une coopérative de travailleurs où les employés vont être membres de la coopérative, tandis que là, non, ils ne sont absolument pas membres, ils n'ont aucun lien, ce sont uniquement des employés. Entre 20 et 25% de la production est exportée vers l'Europe. Pour vous donner une ordre d'idée de l'évolution, c'est en 1997, la coopérative contrôlait 55% du marché mondial de la viande de bison. Aujourd'hui, 2018, c'est plus de 65% de la viande de bison qui finalement est commercialisée par cette coopérative-là. Les 2/3 de la viande de bison consommée sur la planète passent par cette coopérative-là. Le prix moyen de la viande de bison était de 2,35 $ en 1997, c'est ça.
$2,35, ça doit être la livre. Oui, c'est pas marqué, mais $2,35 la livre, contre $10 aujourd'hui. Et ça, c'est le prix de gros. C'est pas le prix que le consommateur paye. C'est le prix que les distributeurs payent. Donc, l'évolution en 20 ans, ça a été multiplié par 4, à peu près plus que 4 fois le prix de la viande de bison parce que, bon, c'est une viande qui est en demande, mais c'est aussi parce qu'ils ont pratiquement le monopole de cette viande-là. Donc, cette coopérative-là est le plus gros joueur, donc un certain monopole. On s'éloigne peut-être un petit peu du principe coopératif, là, mais bon, finalement, c'est les membres qui profitent de la situation qui prévaut aujourd'hui. Un modèle, bon, c'est une suggestion c'est une suggestion personnelle que je reviens de du domaine agricole. Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui les food hubs. Les food hubs, c'est aussi en provenance des États-Unis, mais ça, c'est un peu plus populaire au Canada. J'en connais 5 en Ontario, notamment il y en a un à London, 2 dans la région d'Ottawa, un dans le nord, je ne me rappelle plus quelle ville, puis une autre, je ne me rappelle plus les endroits, mais enfin, c'est présent, c'est présent en Ontario. Un food hub, c'est en gros un groupe, c'est une ou des personnes qui forment une association, en général une association à but non lucratif. Ces personnes-là vont avoir à leur disposition un entrepôt. Ils vont acheter des produits agricoles bruts ou transformés dans la région, producteurs agricoles régionaux, vont l'amener dans leur entrepôt et vont faire la vente après aux écoles, aux hôpitaux, même aux familles, aux restaurants, en préparant des boîtes et en faisant une livraison directe à ces endroits-là. Ces institutions-là, en général, vont passer leurs commandes au Food Hub par Internet et par l'intermédiaire d'un site web, et les livraisons se font une fois par semaine. Donc ça, on a d'un côté les producteurs, de l'autre côté, à la ferme, on a les consommateurs, et dans le centre, on a un organisme, une association qui se substitue, selon moi, aux grossistes de l'alimentation actuelle. Donc, on vient, c'est pas de la vente directe du producteur au consommateur. Il y a encore un intermédiaire. C'est sûr, on en a supprimé un. On a supprimé peut-être le grossiste, mais il reste le détaillant au milieu. Donc, ça, c'est vraiment personnel parce que j'ai travaillé avec plusieurs food hubs et je vois qu'il pourrait être intéressant de créer une coopérative de nouvelle génération par des producteurs agricoles qui inclurait la partie hub ou la partie food hub dans leur coopérative. C'est-à-dire qu'au lieu que ça appartienne à une association ou un organisme indépendant ou privé, le food hub, l'entrepôt, pourrait appartenir aux producteurs agricoles qui pourraient livrer directement aux institutions ou aux familles. Donc là, on serait vraiment dans le circuit court, dans la livraison directe aux consommateurs et on élimine tous les intermédiaires. Donc pour le producteur, ça lui donne une plus-value. Et ce que j'ai vu ici, un modèle très intéressant aux États-Unis, c'est dans le food hub. C'est un food hub qui fonctionne à peu près comme ça. Il y a une unité de transformation aussi des produits agroalimentaires. Et c'est assez bien conçu parce que c'est des petites unités situées dans une grande bâtisse, mais des unités qui sont séparées où on peut transformer la viande ou les produits, et d'un autre côté, les produits végétaux et une autre place, les produits laitiers. Tout ça dans la même grande bâtisse, mais séparés pour justement se conformer aux normes de salubrité. Et tous les produits finis se retrouvent à la même place. Et tout ça, ça appartient aux producteurs agricoles. OK, Jean-François. Hop, Peux-tu me donner, Jean-François, ta question la poser par oral? Oui, absolument. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des barrières légales en ce moment en place
pour l'implémentation d'une CNG, particulièrement en Ontario, où est-ce que le cadre légal est suffisamment large, si on veut, pour qu'il y ait l'implémentation d'une CNG en territoire ontarien. Par exemple, est-ce qu'il y a des dispositions de la loi qu'il faudrait modifier parce que on parle depuis un certain temps d'une refonte de la loi sur les coopératives en Ontario? Donc, je me demandais s'il y a des dispositions qu'on pourrait modifier pour justement permettre l'émergence de ces CNG. En fait, actuellement, selon mes connaissances, la législation actuelle au fédéral et dans toutes les provinces n'interdit pas la création d'une CNG. Tout est légal. Il n'y a pas de contraintes spécifiques pour la création d'une coopérative de nouvelle génération. Ça a été où j'ai demandé, justement, quand j'étais à Winnipeg, il y a un mois, j'ai fait cette présentation-là en collaboration avec une avocate de Colombie-Britannique qui est spécialisée dans les coopératives et en plus les coopératives agricoles. Et elle a fait le tour aussi de toutes les provinces au niveau fédéral. On peut mettre en place une coopérative de nouvelle génération. Toutes les provinces le permettent. Excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai mis là, bon, il y a Wapiti River, je ne sais plus où c'est une autre coopérative de nouvelle génération, mais qui est aussi aux États-Unis. Et le deuxième lien, c'est, disons que c'est des sources d'informations sur les coopératives de génération. Donc, si vous avez des questions maintenant là-dessus, là, je suis prêt à répondre. Je pense que j'avais 1 heure et puis exactement, bon, on a commencé 5 minutes en retard, donc on a encore un peu de temps. C'est parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions parmi les participants? Peut-être une dernière question, oui. Oh. Vas-y, Jean-François. Oui, merci. Peut-être une petite dernière question pour conclure. Qu'est-ce qui empêche à l'heure actuelle les CNG de s'établir sur le territoire canadien, puis particulièrement en Ontario? Puis ça serait quoi le remède, justement? Quelle est la solution pour encourager, si on veut, ce mouvement-là? En fait, je pense que c'est exactement la même chose que ce qu'on a déjà parlé entre nous plusieurs fois d'ECUMA et d'ECUMO. C'est que ce n'est pas connu. Moi, les coopératives de nouvelle génération, je l'avais entendu le nom, mais de savoir vraiment ce que c'est depuis le printemps, là, en travaillant là-dessus, que j'ai vraiment compris ce que c'était. Je pense que les gens ne connaissent pas ça. Je dis, quand j'ai fait la présentation à Winnipeg, il y avait 15 participants. Il y avait une personne qui en avait entendu parler le nom, là, mais personne ne connaissait ça. Donc, c'est pas connu au Canada. Comme je dis, c'est resté un petit peu aux États-Unis. Donc, comment faire la promotion? Je pense que ça va être la même chose, c'est de faire connaître le modèle et peut-être aussi avoir des bons exemples d'opportunités. Je pense que l'exemple que j'ai donné pour le nord de l'Ontario, là, ça devrait être ça. À mon avis, c'est un bon exemple. Il est même meilleur que celui du Food Hub. Merci. On a une autre question. J'ai Danick avec moi également. Bonjour Pascal, ça va bien? Oui, ça va bien, Danick. En parlant du nord de l'Ontario, il y a beaucoup de projets présentement d'agriculture ou des gens qui cherchent des solutions d'agriculture. Ce serait vraiment bien d'amener cette solution-là durant un événement dans le nord de l'Ontario pour présenter des intervenants du développement économique parce qu'ils sont un peu ils espèrent trouver une solution intéressante. Puis j'ai bien aimé ta présentation aujourd'hui. C'est quelque chose de super intéressant à considérer et à promouvoir. Donc, merci pour ton intervention, premièrement. Ben, merci, oui. Puis, je le sais, là, je connais le nord de l'Ontario, j'y ai été quelques fois, puis je vois qu'il y a un potentiel énorme pour développer le milieu agricole, le milieu agroalimentaire. Comme je disais, c'est des terres qui ont été défrichées dans les années 1920, là, après la crise économique, parce que, bon, les gouvernements envoyaient les gens dans le nord leur donner des terres, parce qu'il n'y avait plus de travail en ville. Puis il y a de très bonnes terres, c'est sûr, il fait un petit peu froid, mais on remarque depuis 20 ans avec le réchauffement climatique, on a des opportunités qui se développent
Et puis, si on retourne dans les années 40 ou 50, il y avait beaucoup d'agriculture là-bas. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que comment dirais-je, les mines se sont développées, la forêt s'est développée et le salaire qui était offert dans ces secteurs d'activité-là, c'était peut-être 10 fois le salaire que les producteurs agricoles avaient. Donc, ils ont tout abandonné. Mais là, il y a un retour à la terre et puis il faut exploiter ça. Le nord du Québec et le nord de l'Ontario, c'est ce qu'on appelle la grande plaine de l'Abitibi. C'est le réservoir de terre arable qui est non cultivé. C'est le plus grand réservoir de terre arable non cultivé au monde. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, là. Donc, il y a quelque chose à faire. Et j'ai trouvé des archives dans les années 40. Il y avait la région du Témiscamingue, du côté ontarien et du côté québécois, qui étaient exportateurs de laitue. On cultivait de la laitue dans cette région-là, puis on l'exportait aux États-Unis, à Boston. Puis quand on parle de cultiver de la laitue aujourd'hui, là-bas, on nous regarde avec des grands yeux. Ça se peut pas, alors que oui, ça se peut. Il y a beaucoup de choses à faire pour redévelopper ça. Et oui, le modèle coopératif, peut-être pas la coopérative de nouvelle génération dans tous les cas, mais on pourrait prévoir des petites coopératives aussi qui seraient membres d'une coopérative de nouvelle génération qui donnerait une plus-value encore aux produits de base. Ça, je suis là, tu viens, Yannick, tu viens de trouver un appui total et inconditionnel à ça. Merci beaucoup, Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Non, donc si vous n'avez pas d'autres questions, en fait, je vais remercier Pascal pour sa présentation. Donc, merci beaucoup Pascal pour cette présentation sur les coops nouvelle génération. Je vous rappelle que ACE est une organisation qui offre des outils éducatifs aux personnes dans le milieu des coops et qui cherche à renforcer le mouvement des coopératives. Et ACE a aussi un site web que vous pouvez consulter qui s'appelle SEDNet, sur lequel vous avez beaucoup de ressources disponibles en ligne pour vous aider pour n'importe quel aspect des coopératives. Donc, je vous invite à le consulter. Et notre prochain webinaire, le dernier de la série, c'est jeudi prochain et ce sera William Nelson qui va nous donner ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tout le monde et bonne journée. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Bonne journée. OK. Bye-bye à tous.